Bienvenue à tous, voilà. Philippe. Salut Michel. Bon, on arrive au sujet de l'intelligence collective. Oui. Voilà. Intelligence collective, assemblage un peu original de deux mots. Bon, d'abord, on va un peu traverser. Alors, il y a 1 million de trucs sur le sujet, sur Internet, sur YouTube, sur Wikipédia, sur un tas de sites. Mais on va un peu traverser un peu le need to know, vraiment ce que vous devez savoir avant de vous attaquer à la chose. Alors d'abord, Philippe, qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective? D'abord, l'intelligence collective, comme son nom l'indique, c'est justement arrêter de travailler seul en croyant qu'on connaît, en tout cas, une grande partie du sujet que l'on traite. Alors c'est un acte d'humilité premier qui doit être fait, c'est-à-dire qu'on doute dès le départ et qu'on se dit que je ne peux pas tout savoir tout seul et donc je vais aller, en tout cas, tenter d'associer d'autres personnes qui ont différentes perspectives pour pouvoir être certain qu'ensemble, on pourra avoir en fait la vue entière de l'éléphant plutôt qu'un seul morceau, comme si quand vous avez une série d'aveugles qui sont en train de toucher l'éléphant, celui qui touchera la trompe va dire « Ah bah tiens, l'objet que je tiens en main est cylindrique », l'autre, s'il touche la patte de l'éléphant, va dire « Mais c'est un truc assez énorme avec un arbre ». Celui qui touchera le ventre dira « Mais c'est plutôt une espèce de cuir bien tanné en plafond. En plafond. » Donc bref, il faut être conscient qu'on a chacun en fait notre perspective, que ce soit historique, que ce soit par notre formation, que ce soit par notre expérience, et qu'il faut être dès le départ prêt à se dire « Non, tout seul, je ne peux pas avoir cette vision systémique du sujet, de la thématique que je dois aborder. » Et donc l'intelligence collective va consister à mobiliser des ressources de manière efficace, parce qu'effectivement, ce que je reçois beaucoup comme remarque, Michel se dit « Ouais mais non, mais attends, on ne va pas commencer à aller mobiliser d'autres ressources, ça va prendre trop de temps. » Mais d'abord, on peut le faire de manière efficace, et deux, ce temps que vous pensez perdre au départ, en fait vous allez le gagner après. Ou ce temps que vous n'aurez pas pris au départ, vous allez le payer cash par des erreurs dues au fait que vous allez mettre en œuvre en fait des projets qui sont clairement à côté de la plaque, vu qu'ils sont qui reflètent qu'une partie de la réalité. Et réfléchir coûte beaucoup moins cher que réparer un truc qui a déjà démarré, pour lequel on a investi des machines, des camions et des trucs. Hein. Donc, le quoi, c'est ça. C'est, je mobilise une série d'énergies pour pouvoir avoir cette connaissance la plus complète possible d'une situation. Parce qu'on pourrait se dire, mais finalement, pourquoi tout à coup, depuis l'an 2000, 2010, tout le monde commence à parler d'intelligence collective, et ce qui a passé dans notre petite tête de notre équipe. Exactement. Pourquoi ça a suffi, en fait, jusque maintenant? Je peux dire, mais pourquoi tout à coup maintenant? Parce que là maintenant, vous avez... On est devenu con, peut-être. Oui, collectivement. On est franchement plus bêtes qu'avant. Surtout nous, quoi. Oui, tout à fait. Ouais, pas vous, hein, mais en tout cas, nous, on a besoin de cette intelligence collective. Peut-être parce qu'on devient plus bête, voilà, effectivement. Ou peut-être parce que le monde devient plus complexe. Et donc un peu plus compliqué à comprendre, avec plein de tenants et aboutissants qu'on ne soupçonnait pas, et que donc là, il est nécessaire maintenant, en tout cas, d'activer cette intelligence collective, et donc ces différents points de vue et perspectives d'analyser la situation et d'avancer dans ce monde qu'on appelle le fameux monde VUCA, quoi, hein, volatile, complexe, ambigu, incertain. Donc tout ça va faire que cette intelligence collective est maintenant désormais d'autant plus indispensable pour éviter de bien se planter. Donc, au lieu de pousser sur un bouton et créer 3 nouveaux problèmes, associez-vous avec les gens qui voient ce qui se passe par ailleurs, associez-vous avec eux, au moins pour la réflexion. Il n'y a personne qui va, c'est rare que vos parties prenantes vont vous dire « écoutez, ça ne m'intéresse pas de discuter avec vous ». Non, on va réfléchir stratégiquement sur un sujet qui nous relie d'une certaine façon, géographique, ou par rapport à notre secteur, ou par rapport à notre marché. La personne qui va vous dire « vous savez quoi, j'ai pas le temps de réfléchir avec vous ». Si vous construisez bien votre case de réflexion, voilà. Mais donc typiquement, ça aussi, mieux comprendre une situation, mais aussi probablement gagner beaucoup de temps pour embarquer en fait des acteurs dans un projet multi-acteurs. Un petit exemple que j'ai vécu il y a un certain temps, c'était un chocolatier qui se posait des questions et qui se disait oui, on doit se réinventer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont invité
des producteurs de cacao, des équipementiers, des grossistes et des détaillants. Et ensemble, ils ont co-construit les différentes pistes de solutions possibles qui en fait rencontraient les intérêts des différentes parties prenantes, ce qui a permis aussi de mieux se comprendre. L'intelligence collective, c'est aussi pour générer des solutions communes, mais c'est une occasion unique aussi pour comprendre le point de vue de l'autre, se mettre dans ses chaussures. Et donc, un élément, une des clés, comme vous voyez ici, ça va être l'empathie, c'est-à-dire d'être capable de se mettre dans les chaussures de son voisin ou de sa voisine ou de son partenaire pour se dire, tiens, oui, mais c'est ça ces enjeux. Ah oui, et donc avec ça, je peux quand même proposer des choses qui vont faire sens et qui en plus ont une probabilité énorme d'être acceptées, accueillies, voire même soutenues par les autres acteurs que je veux embarquer avec moi dans ma solution. À nouveau, ce qui va sortir de l'exercice d'intelligence collective, si vous constatez que vous pouvez, vous, avec vos ressources, répondre à des enjeux de certaines parties prenantes extérieures, des acteurs extérieurs à votre système, eh bien, il est fort probable qu'il va venir vous aider aussi. Et c'est ça qu'il faut faire, apprendre à faire plus, finalement, avec plus, puisqu'on va discuter avec tout notre écosystème. Et donc l'intelligence collective, c'est pas demander à 50 personnes de voter pour 5 propositions. Ça va être de mettre en place, et c'est le comment, il existe des méthodologies, des processus qui vont enclencher une dynamique où les personnes vont se parler, vont se mettre d'accord, la prise de décision par consentement, vont décider ensemble qui va faire quoi, plutôt qu'une espèce de grand maître qui va dire ça tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tout ça, ça va générer une énergie positive où les personnes vont être embarquées. Il existe des tas de méthodologies qui vont mobiliser les personnes, qui vont leur permettre de s'exprimer et surtout d'échanger. C'est pas simplement dire je vote et je donne mon avis, et donc sur les 50 votes, il y en a 40 qui ont mis ça. Ça, c'est pas de l'intelligence collective. Comme du temps glorieux des études de marché. Voilà, exactement. C'est fini ça. Maintenant, on co-crée en fait avec. C'est plus juste demander oui, non, peut-être. C'est on co-crée. Donc c'est là une des grosses différences. Pourquoi c'est différent? Mais c'est parce qu'on a vraiment besoin de tout le monde pour co-construire ces projets de demain. Pourquoi c'est important? Parce que vous ferez plus rien tout seul. Commencez par poser des questions aux acteurs qui gravitent autour de vous, proches ou lointains. Sans eux, vous n'allez pas avoir accès à l'information. Votre concurrent, si lui le fait, prendra de l'avance. Attention, on est dans du business discontinuity. Donc, plus vous allez discuter de façon intelligente avec des conversations qui font sens avec des gens, des parties prenantes extérieures, plus vous allez quelque part créer de la valeur avec ces acteurs-là. Et donc c'est vraiment de l'empathie. Vous n'allez pas être là pour vendre un truc. Ça va être gênant pour entendre en fait comment réagissent les personnes, avec quoi elles reviennent tout le temps. Il y a cette tendance, on essaie d'apprendre à écouter. Exactement. Poser des bonnes questions et fermer sa gueule. Voilà. Ou si on l'ouvre, c'est simplement pour savoir, explique-moi, j'aimerais comprendre. J'ai pas compris, précise ton truc. J'aimerais vraiment me mettre dans tes souliers parce que si je suis capable de mettre dans tes souliers, comprendre tes enjeux, et si je peux participer à y répondre, du coup tu vas venir m'aider moi pour mon propre ma soupe. Voilà. Apprendre à poser les bonnes questions, apprendre à écouter et là fermer. Oui. J'ai difficile à faire ça. Moi je suis le premier à passer. Fermer ma gueule. Donc, après la grosse question, on vous entend penser comment ça marche. Oui, comment ça marche. Bon, vas-y. Dire à vue. On va donner quelques exemples. Enfin, le comment ça marche, c'est vous êtes dans une équipe de 5 à 8 personnes. Habituellement, comment se prend une décision? La grande gueule lance son truc, il essaie de passer en force, les gens disent ouais, c'est pas mal, ça passe, et puis après, il se passe quoi? La décision est prise, elle est exécutée à moitié parce qu'en fait, il y a des gens qui n'étaient pas réellement d'accord avec ça. L'idée, c'est de mettre en place des processus qui vont réguler justement le partage de la parole et prendre des décisions où tout le monde se dit à la fin « j'ai été entendu, les objections qui étaient pertinentes ont été prises en compte, il n'y a pas eu d'arbitraire entre celui qui parle mieux que l'autre. Et donc je sors de là avec une décision que je vais soutenir à mort, parce que c'est quelque chose qui a été juste. » Le processus, c'est l'authenticité et la justesse du processus qui va garantir des processus d'intelligence collective réussis.
Donc je pensais que c'était celui qui parlait le plus fort. Ben non. Quand on fait des travaux en sous-groupe, parce que l'intelligence collective, on voit toujours ça plein, on voit allez, 100 personnes bien, on les met en groupe de 8 et puis après on les laisse se débrouiller. Mais si dans ces petits groupes, quelqu'un prend même inconsciemment le pouvoir et le crachoir, votre processus d'intelligence collective vaut schnoll, zéro. Vous oubliez, c'est le résultat qui va en sortir de là, sera quelque chose que vous auriez obtenu même sans faire de l'intelligence collective. Et donc il existe différents moyens de réguler qui sont super importants, qu'il faut soigner si vous voulez éviter que vos pseudo-intelligences collectives, en fait, ne tournent vers ce que vous trouvez habituellement, c'est-à-dire des rapports de force, des égos qui prennent la place. Donc, il existe des moyens de régulation, et là, ce sera important dans ces processus d'intelligence collective qu'en votre sein, vous donniez le mandat à une personne qui aura été formée de réguler ces processus, de se donner l'autorisation d'interrompre quelqu'un quand les règles comme celles que je vous ai expliquées ne sont plus respectées. Et ça, c'est quelque chose, c'est un nouveau rôle qui va vous permettre d'atteindre en tout cas des choses vraiment importantes. Contrairement à ce qu'on peut croire aussi, un processus d'intelligence collective est super bien organisé. C'est pas juste mettre un groupe dans une salle, les diviser en petits groupes. Ça porte un nom. Donne-nous quelques noms de méthodologie. Vous avez ce qu'on appelle le World Café, Café du Monde en français. World Café. Le Forum ouvert. Forum ouvert. Qui consiste aussi à aller traiter différents thèmes en parallèle. Ça, c'est plus pour des grands groupes, pour faire émerger des idées. Par exemple, dans des associations citoyennes pour solutionner un problème dans le quartier, de circulation, une question politique. On peut se demander quand est-ce qu'on applique ça. On peut appliquer ça dans des situations, n'importe quelle situation, où on a envie de trouver une solution, une nouvelle idée, mais aussi, et là tu viens nous chercher sur le management journalier. Exactement. Et alors ça, donne-nous quelques noms de grands trucs. Donc là, typiquement, ce qui est mis en place de plus en plus dans les entreprises, ce sont effectivement ces modes de fonctionnement qui consistent à prendre des décisions par consentement, ou ce qu'on appelle le processus de prise de décision intégrative, qui va vraiment consister à réguler les échanges au sein d'un groupe pour que la décision qui est prise là va tenir compte même du signal faible de la personne timide, mais qui a une objection super importante, mais qui d'habitude n'aura même pas été entendue, puisqu'il n'aura même pas eu l'occasion de s'exprimer. Parce qu'il n'est que ouvrier, voilà, par exemple, on va pas demander. Voilà. Et donc ça, c'est un élément. Le deuxième élément, et tu viens de le souligner, c'est important à souligner, c'est est-ce que toutes les catégories qui sont impactées ou concernées par la décision sont présentes dans la salle. S'ils ne sont pas là... S'ils ne sont pas là, là vous courez un gros risque. Et qu'ils soient ouvriers ou pas. Parce que, encore une fois, pour avoir travaillé dans les usines, un ouvrier qui n'a pas participé à une décision et qui la reçoit et qui la trouve débile, ok, il va la faire, mais il va la faire en minimum. Hein. Il ne va pas mettre l'énergie là-dedans. Quitte à saboter, parce que j'avais des situations où là, moi j'ai saboté le truc. Hein. Oui. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, quand on démarre, est-ce que toutes les parties qui sont concernées par la décision sont présentes? Encore une fois, ce n'est pas de réunir toutes les personnes, c'est de réunir des représentants de ces personnes qui vont en fait apporter leur perspective et leur regard sur une situation. Donc, comme on l'a dit, réguler, être sûr qu'on a en tout cas un panel représentatif des personnes qui sont concernées ou impactées par la décision qui les concerne. Ça, ce sont quand même deux critères importants. Et donc, que ce soit un World Café, un forum ouvert, une prise de décision par consentement, une élection sans candidat, hein, encore une fois, ces quatre éléments-là, ils ont un dénominateur commun, c'est comment on va réguler les égos qui sont présents dans la salle de manière à permettre à ce qu'émerge, en tout cas probablement mieux qu'avant, la décision et l'orientation la plus pertinente. Et les égos, dans l'idéal, on devrait chacun être capable de les gérer, mais on a constaté que ça, il y avait encore un bout de chemin, et donc ces méthodologies qu'on vous a expliquées, là, juste maintenant, en résumé, mais vraiment très bref, ça sert justement à essayer de réguler ces égos au travers voilà, de différents dispositifs d'intelligence collective. Alors l'ego, pour aller un peu dans la psychologie, l'ego, derrière l'ego, il y a quoi? Il y a les peurs. Exactement. Peur de ne pas être entendu, peur de l'insécurité, peur de perdre son job, peur de se sentir rejeté,
peur de perdre contrôle, peur de l'inconnu. Oui. Et donc c'est ça, l'ego, il vient cristalliser au côté face, en fait, une image qu'on se donne. Et donc du coup, quand on vient nous chercher sur ces peurs, du coup ça part voilà. au lieu de boudin. On se met en sécurité, en mode survie, et le mode survie peut s'exprimer par prendre de la place, notamment en parlant beaucoup et en voulant imposer son idée. Donc ça, tous ces dispositifs, tu parlais du management, doivent s'accompagner au départ de la gestion de ces égos, mais qui sont qu'une manifestation de peur et de crainte. Et donc, il faut aussi que ces personnes, on les accompagne également pour se dire, tiens, mais comment est-ce que tu pourrais, dans cette nouvelle manière de faire, qui a priori peut être plus riche, comment est-ce que toi, tu peux être de moins en moins inquiet dans ce domaine-là? Et souvent, ces personnes-là, quand vous parlez avec elles, elles vous disent... non, mais je me rends bien compte que c'est super de fonctionner comme ça, mais ça me fout une de ces trouilles, je ne sais pas pourquoi, qui fait qu'à un moment donné, j'ai besoin de reprendre le contrôle et d'à un moment donné d'avoir le dernier mot. Et ça, je peux vous dire que quand ça se passe, ça frustre énormément les autres personnes qui ont vu là un espoir de pouvoir enfin faire autrement. Et donc, c'est vraiment important d'être attentif à ça. Ce n'est pas juste une question de méthodologie, c'est aussi une question d'accompagnement et de regarder en fait ce qui se passe dans un collectif pour ne pas gérer uniquement les introvertis, mais probablement les extravertis grande gueule qui, par cette régulation, sont un peu challengés sur leur fonctionnement habituel et qui peuvent rentrer parfois alors dans des modes de mise en sécurité qui fait qu'on peut perdre la valeur de ces personnes qui est aussi énorme, mais qui doit être exprimée différemment que ce qu'ils faisaient habituellement. Alors, avant de passer aux clés, il y a deux choses. Dans le management, il y a plusieurs écoles qui vous amènent le kit complet de processus, sociocratie, holacratie, l'entreprise libérée. Et même les méthodes agiles s'appuient sur le principe des équipes autogérées, à qui on fait complètement confiance, qui sont décisionnaires dans les directions qu'elles viennent, tout en étant prêtes à se faire challenger par leurs parties prenantes internes à l'entreprise ou externes à l'entreprise, si celles-ci viennent avec des objections tout à fait valides que l'équipe n'avait pas vues. Mais l'idée, c'est vraiment comment est-ce qu'on organise en fait ces collectifs en mode décentralisé et autogéré et interdépendant. Hein. Parce que souvent, quand je viens dans des entreprises, les gens me disent « Oui, Philippe, t'es bien sympa, mais autogéré, on a l'impression qu'on revient à mai 68 avec les hippies, dans les trucs comme ça. » Non, non, non. Autogéré, c'est redonner en tout cas le pouvoir d'agir à des collectifs, là où ça fait sens qu'ils puissent agir, et de se dire à un moment donné, ah, attention, la décision qu'on va prendre ici impacte d'autres, donc c'est pas pertinent de la prendre ici, on va la prendre ailleurs. Ça, c'est la notion d'interdépendance. Donc les collectifs sont autonomes et interdépendants, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont trouver un espace, et on va passer aux clés, un espace où on peut parler ensemble de décisions qui nous concernent tous les deux. C'est ça. Donc à chacun de vous de décider quel type de management vous voulez appliquer dans votre... Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on est sur les principes de base. Et pour être honnête, faites un mélange des deux, de l'ensemble de tous les mots qu'on vous a cités, allez trouver ce qui semble être le plus coulé de source dans la culture dans laquelle vous êtes et faites votre propre construction en fait d'éléments qui vont aller vers plus d'intelligence collective au sein de votre collectif. Alors il y a un truc que j'ai constaté, Philippe, et tu dois sûrement déjà avoir vécu ça plus qu'une fois, pour quand même désamorcer les frustrations que vous auriez, c'est dans un groupe, il y a toujours un ou deux qui sont contraires, quoi. Oui. Qui vont être pas d'accord et qui vont vous amener les 10 ou 20 raisons pour lesquelles ça ne marchera jamais. Ouais. Alors, j'ai constaté quelque chose de très intéressant, c'est que, en fait, derrière ces personnes, il y a beaucoup de monde. Oui. Ils représentent, énorme, comme une constellation, représentent tous ces gens qui vont venir sur le terrain, en vrai, vous donner un tas de raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Donc, plutôt qu'exclure cette personne, alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Quelqu'un d'autre va prendre la place de celui qui n'est pas d'accord, automatiquement, parce qu'on ne pourra pas faire autrement que déjà réfléchir à inclure ces personnes qui vont dire ça va être compliqué. Alors, il faut sans qu'ils prennent trop de place, les laisser s'exprimer, sans juger, on va y venir, sans juger, laisser s'exprimer, laisser venir. Pourquoi? Parce qu'ils vont exprimer un tas de choses qui sont en dessous du tapis,
en dessous du radar qui vont vous donner un tas de signaux intéressants et importants pour votre business, pour le faire fonctionner. Moi, j'ai constaté qu'en quelques heures de temps, ces personnes-là sont les plus grands adeptes. Bah oui, après, et ceux qui vont tirer le truc à fond parce qu'on leur a écouté, entendu, respecté. Et on a peut-être compris là où résidaient leurs craintes et leurs peurs, parce qu'on peut se dire, enfin, vraiment de manière très schématique, soit les personnes n'ont pas bien compris pourquoi on faisait ça. Donc tant qu'elles n'ont pas compris, elles se disent c'est quoi le sens de ce truc? Donc elles bloquent. Soit elles ont la trouille, parce qu'elles se disent mais non mais là, ce qu'on va faire là, moi, j'en touche pas une là-dedans. Donc moi ça me fout une trouille pas possible d'y aller. Ou un autre exemple, c'est de dire oui mais attends, ça allait mettre ça en œuvre, mais si je me sens capable, ça va être hyper compliqué parce qu'on va rencontrer plein d'obstacles. Donc derrière cette expression de pas d'accord ou de réserve par rapport à une proposition, c'est aussi de savoir tiens, où en fait se situe la résistance que les gens ont par rapport à ce qui est proposé. Est-ce que c'est j'ai peur parce que moi je ne connais rien là-dedans, je m'oppose parce que je ne vois pas le sens, je ne comprends pas pourquoi, j'y vois pas un intérêt pour moi, ou la mise en œuvre me semble être hyper compliquée, ça me semble être une usine à gaz et donc ça m'inquiète. Enfin, c'est 4 raisons parmi plein d'autres, mais en discutant avec eux, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'effectivement, ben voilà où elle se situe. Et l'autre aspect aussi qu'il faut peut-être traiter, Michel, c'est est-ce que l'objection qu'ils font est valide ou pas? D'abord, la première. Ça fait partie de la prise de décision par consentement. Est-ce qu'ils auraient vu quelque part, par hasard, quelque chose dans notre proposition qui mettrait en danger le collectif, le projet dans lequel ils se trouvent, ou les mettra en danger eux? Dans ce cas-là, ben, heureusement qu'ils l'ont dit. Dans l'autre cas, si on expose simplement ces 3 règles qui diront, ben voilà, si les objections conviennent à ces critères-là, évidemment qu'on va les prendre en compte. Par contre, si aucune de ces conditions-là n'est remplie, ce que je vous propose, c'est qu'on continue et on verra si effectivement on en rencontre des problèmes ou pas. Donc c'est vraiment de mettre en place des balises transparentes. La transparence est hyper importante sur le processus, comment on va décider, comment on va prioriser, pour que tout le monde se dise il n'y a pas d'arbitraire dans ce qui se passe. On n'est pas en train de me refourguer sous la forme de nouveaux outils, des pratiques pour, comme on le dit, pour m'arnaquer en fait quelque part dans la prise de décision. Il n'y a pas pire que des personnes dans un processus d'intelligence collective qui se rendent compte à la fin qu'en fait on les a amenés là où le soumissionnaire, le commanditaire voulait les amener. Là, vous avez complètement bousillé la crédibilité des démarches collectives et pour après, vous pouvez ramer pour pouvoir récupérer ça. Voilà, maintenant, allons dans le cœur des principes de ce qui fait fonctionner finalement ces rencontres. Alors, la première chose, c'est la qualité d'espace. La qualité d'espace, c'est-à-dire que si l'espace dans lequel vous faites ça n'est pas de parfaite qualité, eh bien, il y a un risque que ça n'aboutit à rien. La première chose, c'est l'espace physique. L'espace physique, c'est l'espace dans lequel... Très physique, c'est la salle. Je vais donner un exemple concret récemment. Vas-y. J'en rigole parce tout peut faire foirer un truc comme ça. Vendredi passé, 14 personnes. On me dit oui, on a rendez-vous là-bas, on a réservé une salle. J'arrive, une salle qui faisait quoi? 3 mètres de large sur 20 mètres de long, avec une grande table ronde rigide, impossible de bouger, et des chaises autour. Je rentre là-dedans, je dis, c'est mort. Ça ne va pas le faire. C'est mort. Il faut trouver un autre espace. On le fait dehors, voilà. Enfin, mais on ne reste pas là, ça va être toxique pour la dynamique qu'on veut mettre en œuvre. Donc, ça, courant d'air froid, oui. Bruit venant d'à côté, trop chaud, pas assez de lumière, vraiment la qualité de l'espace physique. Ça joue, tout peut faire foirer votre truc. Hein. Alors, c'est comme une recette finalement, c'est vraiment la recette ça. Alors l'espace-temps, c'est de se dire, voilà, rendez-vous de midi à 18h, pas de 1h. Moi j'ai eu comme ça une situation où on attendait le dernier, il est venu 1h15 après, on a perdu 1h15. C'est un manque de respect, on démarre à l'heure, quitte à prendre un quart d'heure de réserve, mais on termine à l'heure aussi. Quand on dit on termine à telle heure, on termine à telle heure, et on ne reste pas traîner pendant 1 heure. Donc on respecte le timing. Si on se dit, on fait une dynamique managériale
Eh bien, c'est toutes les semaines, Oui, exactement. à telle heure, le lundi matin, le vendredi après-midi, quand vous voulez. Oui, rythmé, mais sur la durée. Sur la durée. Le temps, l'espace-temps. Donc l'espace, le temps. Ensuite, à l'intérieur de cet espace-temps, les règles de fonctionnement. Voilà. Alors, il y en a tout un tas de recettes. Mais qu'on se mette d'accord sur, voilà, le premier tour de table, on fait comme ça, on laisse parler tout le monde, on n'interrompt pas, que ça ne tourne pas au café du commerce. Voilà, donc il y a des balises, il y a une transparence sur les règles, et donc là-dedans, le rôle, quelqu'un qui sera un garant de ces règles, qui a le mandat, et qui donc ne sera pas, en tout cas, remis en question, parce que ça ne va pas dans le sens de certaines personnes qui vont du groupe. Hein. Donc ça veut dire qu'on lui donne le mandat, et donc il a toute la légitimité, à un moment donné, d'interrompre une personne, de rectifier le tir par rapport à une série de balises. Mais si les balises ne sont pas explicitées, et que tout le monde soit d'accord, évidemment. Et que tout le monde soit d'accord avec, évidemment, qu'il n'y a pas de transparence sur les balises, sur la manière dont on prend des décisions, dont on tient en compte des objections, et s'il n'y a pas quelqu'un qui va être le garant que ces règles, ces balises, sont effectivement respectées, à ce moment-là, on peut effectivement, comme tu le dis Michel, voilà, arriver à quelque chose de complètement... Aller au bistrot alors, oui, c'est aller ça. boire un verre, une bière, très bien. Parce que sinon c'est des discussions de blabla et personne n'écoute personne, ça ne ressemble plus à rien. Donc quand ça commence à aller dans tous les sens, hop, arrêtez sur l'image et on écoute personne. Voilà. Donc quelqu'un quand même qui tienne les balles. Donc l'espace physique, l'espace-temps, les règles, et ensuite, presque le plus important, c'est l'espace intérieur. Donc ça veut dire les valeurs humaines qu'on met dedans. Parce que c'est vous, si vous animez, il va falloir que vous soyez crédible en tant que gardien. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire humble. Je ne sais pas tout. J'ai besoin de vous. On ne va pas commencer à se la jouer ici. Hein? Jouez au plus malin. Jouez au plus malin. Faites ça au foot, faites ça ailleurs, faites ça au bistrot si vous voulez raconter la dernière. C'est l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur aussi, savoir écouter avec son cœur, et le non-jugement, c'est-à-dire qu'on ne juge pas, ouais, mais ça c'est con, ça c'est bête, ça ne va jamais marcher. Commencez pas avec ça parce que vous allez vous mettre tout le monde à dos, ça ne marchera pas. Donc cette bienveillance de base et le respect de l'autre, ça commence par là, c'est le respect humain. Hein, c'est être capable de se mettre d'égal à égal, peu importe quel titre, quel machin. Et ce sera tant dans la parole que dans le non-verbal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est déjà arrivé que des personnes, avec ces fameux dispositifs d'intelligence collective où on régule la parole, en fait, joue cette dimension de non-respect par le non-verbal. Des soupirs, des yeux levés au ciel, des haussements d'épaules quand quelqu'un parle. Le garant interviendra pour dire attention à l'attitude. Hein. Attention à l'attitude. L'attitude est quelque chose même de plus violent que la parole, parfois. Parce que surtout quand on se met d'accord sur des règles d'intelligence collective telles que Michel vous les a décrites là maintenant, et que quelqu'un est en train de les truander par son non-verbal. Et ça, il y en a qui sont très forts pour faire ça. Hein. Des manipulateurs parmi nous. Voilà. Et donc, on parle de mots de cohérence. Ça veut dire, si je dis, voilà, on respecte les gens, et je suis le premier à ne pas respecter, si vous glissez, ça arrive, on dit, ok, autant pour moi, excusez-vous, c'est pas grave. Il y a une forme de cohérence à avoir entre vous-même et votre projet. Donc, tâchez de cet alignement, cette verticalité. Et donc, ça c'est, on va dire, en gros, le féminin. Hein. Pourquoi? Parce que c'est l'espace. L'espace qui va accueillir quoi? Pas tout ça à la fois. Il va accueillir la petite graine. Et la petite graine, c'est quoi? C'est le masculin, c'est l'intention. Votre intention que vous mettez dans cet espace, c'est la question, c'est la quête. C'est la quête élevée, la plus élevée possible, répondre à ces grands enjeux, répondre à 3 ou 4 de ces enjeux. Voilà la réponse auquel nous aimerions trouver une réponse, la question auquel on va trouver une réponse. C'est vraiment cette quête élevée, c'est l'intention. Pourquoi on est là? N'hésitez pas à remettre ça. Pourquoi on est là en fait? Quel est l'objectif? Donc c'est le masculin. C'est le masculin qui va mettre et c'est le féminin qui va recevoir. Et là, va sortir, après 9 mois ou après une demi-journée, je vous rassure, il ne faut pas toujours attendre 9 mois, c'est le petit bébé, évidemment. Mais qui sera un bébé qui sera collectif à l'ensemble des acteurs. Votre projet commun,
de votre entreprise, de votre projet, ou la solution qu'on aura trouvée originale à un grand enjeu du quartier, de l'association. Et le plus vous embarquerez les différents acteurs concernés par votre quête dans ce processus d'intelligence collective qui va jusqu'à la co-construction, au plus vous aurez en fait ces acteurs qui seront embarqués dans la démarche. Donc ça, c'est à vous de choisir. J'ai déjà eu des cas où les personnes disent, voilà, mon entreprise de 100 personnes, j'ai envie de réinventer ma raison d'être et ma vision, ben moi j'ai envie de la faire avec l'ensemble du personnel. D'autres vont dire, oh là là, ça c'est trop, moi je le fais d'abord avec mon équipe de leadership, et puis après, on ira la présenter. Je dis, très bien, tu le fais, mais ça va te demander un effort un peu plus élevé. Donc, qu'est-ce qui fait que tu ne passes pas à la démarche globale? Bon, perte de temps, lâcher prise compliqué pour moi, etc. Et il faut entendre et accepter ça, mais ça sous-entendra aussi de dire, ok, tu fais ton travail avec ton équipe de leadership, mais est-ce qu'entre l'information et ce travail avec le leadership team, tu n'envisagerais pas une demi-journée où vous êtes prêt à vous faire challenger? Donc, c'est-à-dire que vous faites la première pièce à casser en intelligence collective à 10-12, et vous continuez cette intelligence collective, mais plutôt en format consultation challenge, donc en disant, tiens, peut-être que dans les 88 autres personnes, il y a peut-être des choses auxquelles on n'a pas pensé, qui effectivement mériteraient d'être prises en compte, et pour lesquelles on va créer un espace pour accueillir ça, de manière à ce que les personnes puissent être partie prenante, peut-être d'une manière différente, mais partie prenante quand même, du dispositif d'intelligence collective. De nouveau, c'est l'intention, pourquoi on est là, ou pour créer une nouvelle idée, ou pour mettre d'accord des gens, trouver une solution, challenger la solution, faites-le dans un espace, si c'est par exemple une grande entreprise, effectivement, c'est pas mal de dire, on prend les plus motivés, on les met à l'extérieur. On commence à l'extérieur avec les plus motivés, et puis après on va voir comment ça résonne à l'intérieur. Donc tout ça c'est plus complexe, mais ici en tout cas vous avez les ingrédients de base pour faire fonctionner l'intelligence collective. On est bon comme ça? Je pense qu'on est bon comme ça, parce que là, après ces différentes pistes qu'on a évoquées, je pense que c'est à vous à essayer, autorisez-vous à essayer, autorisez-vous à vous planter, d'abord peut-être dans un milieu, dans un cadre sécurisé, protégé, histoire de vous entraîner, et puis après, proche en proche, vous oserez progressivement aller plus loin dans vos démarches d'intelligence collective. On l'a dit, cadre protégé, donc effectivement, l'autre, il va falloir toujours que ça se déroule dans un cadre sécurisé pour l'ensemble des participants, y inclut vous qui êtes le moteur de ce genre de dispositif. Vous aurez compris, ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas, donc formez-vous en tout cas à certaines méthodologies pour vous faire les dents. Vous avez vu le féminin étant très grand, le masculin c'est facile, on a toujours fonctionné comme ça, on impose, bam bam bam. Ici le féminin c'est beaucoup plus écouter, sentir, intuition, instinctif, et créer cette fertilité finalement de quelque chose de complètement nouveau. Aussi soyez clair par rapport à votre intention. Si l'intention n'est pas claire, ça va faire des choses bizarres. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Ça... Ok. Alors, bonne chance. Continuez à vous informer. Ce n'est que la première pièce. Il y en a encore 40 derrière. Donc, c'est une des clés importantes pour que tout ce qu'on est en train de vous essayer de vous transmettre par rapport à l'économie systémique puisse réellement fonctionner. Voilà. Les fonctionnements d'avant ne sont pas compatibles avec cette économie systémique qui est sans doute l'économie, qui est certainement l'économie de demain. Donc, à vous de jouer. Bonne chance à tous.